Donc, on est prêt. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue au webinaire numéro 2 dans la série de stabilité et productivité des systèmes fourragers. Ce soir, le thème, c'est le choix des cultivars pérennes. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire des petites consignes sur l'utilisation de Zoom si vous êtes les premiers à vous brancher avec nous. Alors, Cyrine, si tu veux répéter les consignes, s'il vous plaît. Oui. Zoom en fonction webinaire, vous n'avez pas accès à votre caméra, c'est tout à fait normal. Et en ce qui concerne les micros, vous ne pouvez pas les utiliser à moins de nous demander l'autorisation. Et pour ça, il suffit de lever la main. Pour lever la main, vous allez en bas de votre écran et vous pesez sur l'icône qui s'appelle lever la main. Par contre, on ne prendra pas de main levée jusqu'à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question technique, d'utiliser le chat ou discussion, qui est aussi dans une icône en bas. Et si vous avez des questions en rapport avec la présentation, vous pouvez les poser tout au long de la présentation en utilisant la fonction Q&R ou Q&A, qui est en bas de votre écran aussi, petite icône. Voilà. Merci Cyrine pour le rappel. Alors, aujourd'hui, notre conférencier, c'est M. Maxime Leduc, agronome, qui va vous faire la présentation. Et Cyrine El Amdoui et moi-même, Nathalie Côté, on va animer et prendre les questions et les discussions et répondre à toutes vos choses. Juste rappeler que l'activité de ce soir est rendue possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au réseau Agri-Conseil et au programme VBP+. En plus, ce soir, on fait une nouveauté. On va utiliser une plateforme qui s'appelle Kahoot, K-A, et K-A-H-O-O-T, excusez, j'ai fait une faute. Alors, vous pouvez décider de le jouer à partir de votre PC ou si vous avez des téléphones intelligents, vous pouvez aller dans votre Google Play, si vous avez un Android, et chercher Kahoot, ou dans votre iPhone, dans le App Store, chercher Kahoot. Et ça va vous permettre de downloader l'application. Ça va vous permettre de jouer tout au long de la soirée. Alors, théoriquement, vous allez voir apparaître quelque chose qui ressemble à ça, qui est mauve. Et vous voyez ici un petit carreau avec couleur rouge, bleu, jaune et vert où ça vous dit code PIN et ce sera le code du jeu qu'on va utiliser ce soir. Vous allez le voir apparaître tout le long, mais je peux vous le faire apparaître là, si certains avaient déjà fait l'action d'aller chercher l'application. Alors, vous avez 8, 6, 3, 1, 7, 4, 2. Fait qu'on va le garder. Cyrine, tu vas le mettre dans le fil de discussion. Oui. Parfait. Alors, moi, je vais, à partir de ce moment-ci, moi, je vais arrêter mon partage et je vais laisser Maxime prendre le sien pour nous commencer ça. Puis, je vais vous partager à l'écran. Là, je vous invite à aller vous inscrire parce que tant aussi longtemps que je n'ai pas de joueur, ben, je ne peux pas commencer la présentation. Fait que j'attends le premier joueur qui va se connecter au truc. Puis, si vous avez des questions pour vous connecter, n'hésitez pas à écrire des questions sur le chat. Puis, vous voyez le beau numéro en haut. Là, fait que vous devez écrire ça dans votre application mobile. On va laisser quelques minutes parce que sinon, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas téléchargé l'application. Ah, nous avons NC, nous avons D. NCD. Ah, je pense que c'est Nathalie Côté. Non, mais là, tu nous as demandé de participer, mais au moins. C'est juste le temps, des fois, qu'ils aient l'application sur leur téléphone. Ah, on a Céline aussi. Alors, la façon que vous allez avoir votre téléphone, vous allez voir la présentation quand même à l'écran. Et à certains moments, vous allez voir, on va basculer en mode jeu et vous aurez là, des questions à répondre ou des images à deviner, des choses comme ça. Puis, le gagnant de la soirée, Nathalie va vous faire parvenir un prix mystère qui n'est pas encore décidé. On a le choix entre une casquette et le magnifique classeur qui se trouve à l'arrière d'un vert forêt légendaire. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'elle répond au quiz, oui, il y a la bonne réponse, mais il y a aussi le temps. Plus vite que vous répondez à la question, plus que vous allez accumuler de points. Vous allez avoir à peu près 20 à 30 secondes pour répondre à chacune des questions.
Et plus vite vous répondez, plus vite que vous avez des points. Fait que si vous voulez gagner la magnifique classeur ou une casquette, c'est à vous de jouer, là. Fait que je vais laisser encore 1 minute et vous allez pouvoir constater tout au long de la présentation que le code PIN se trouve au bas de l'écran. Si vous voulez participer, puis comme je vous dis, il y a une dizaine de questions, on va essayer de faire ça un peu plus interactif ce soir. Et aussi, je voulais rajouter, là, si vous n'avez pas eu le temps de télécharger l'application et puis pas d'espace sur votre cellulaire, ça arrive aussi, ça. Vous pouvez juste utiliser votre navigateur sur votre tablette ou votre cellulaire, mettons sur l'iPhone, aller sur Safari, puis rentrer la www.kahoot.it, puis ça marchera aussi. On va commencer, puis pour ceux qui veulent débuter, on va pouvoir y aller. Trois, deux, un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vraiment vous parler de... lors de la dernière présentation, on a parlé de la stabilité et la productivité des systèmes fourragers. C'était très vague, c'est très conceptuel lorsqu'on avait fait cette présentation-là. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les plus détails, le choix des différents cultivars périns, qu'on va passer les graminées, les légumineuses, et on va parler un peu du lotier plus particulièrement, parce qu'il y avait beaucoup de questions lors de la dernière présentation. Voilà. Excusez-moi, un petit bug. Un simple rappel de la présentation que j'ai faite la semaine dernière sur les différents principes d'une planification stratégique. Il y a 5 grands principes qu'il faut tenir en compte. Premièrement, s'assurer de sortir le choix des espèces avec les ressources disponibles du sol. Est-ce que c'est des sols qui ont des problèmes de drainage ou non? Est-ce qu'il y a des problèmes de pH? Assortir la production et la qualité des fourrages avec les besoins nutritionnels de l'animal. Par la suite, minimiser les problèmes de gestion de l'eau, la gestion des nutriments pour éviter les problèmes de la qualité de l'eau, parce que si on applique trop de nutriments, ça devient un enjeu. Ou qu'il y a trop de fumier, ça devient des enjeux de pollution. Hey. Excusez-moi, je ne suis pas habitué. Par la suite, il faut assortir la production des fourrages avec le type d'entreposage. J'avais différents types d'entreposage, c'est quel genre de pâturage j'avais, mais aussi les pâturages que vous comment je pourrais dire, mais aussi les silos, les types de ballons, est-ce que c'est des bunkers. S'assurer de bien connaître c'est quoi votre cycle de production pâturage, c'est quand vous faites vos veillages ou non. Et tenir compte aussi de ce que vous avez en termes de ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières pour planifier vos prairies fourragères. Excusez-moi, je suis habitué de faire comme un PowerPoint. Hey. Il y a différents points à considérer lorsqu'il vient le temps de choisir différents cultivars. Comme j'ai dit, savoir c'est quoi vos besoins nutritionnels. Est-ce que c'est seulement pour des vaches taries ou c'est des vaches en début de lactation ou des veaux, en fin de compte, en croissance, des bouillons en croissance? C'est quoi votre type de champ et de sol? C'est quoi vos besoins à court terme? Est-ce que vous avez besoin urgent de fourrage au mois d'octobre pour étendre votre production? Parce que ce ne sont peut-être pas les plantes vivaces, les plantes pérennes qui vont être les plus adaptées, mais peut-être des annuelles, sous forme de brassicacées, sous forme de graminées de saison chaude ou encore des céréales. Vos besoins long terme pour s'assurer tout le temps de maintenir un niveau de production adéquat et aussi choisir est-ce que ça va être un mélange simple ou complexe que vous allez utiliser lors dans vos choix de semis. Puis tout ça pour être capable de maintenir les besoins, puisque vous savez, là on arrive à la mi-juin, entre avril jusqu'à mois de juin, c'est là qu'il y a la plus grande production de rendement en termes de quantité produite. Puis par la suite, cette quantité-là diminue au fil de la saison. Il y a un petit durant la période chaude de juillet à août, la production va diminuer. Au mois de septembre, ça se peut que ça l'augmente. Par contre, si on regarde pour les besoins de vaches en lactation, c'est des besoins en tant que tels qui sont stables tout au long d'avril à novembre. Puis vous pouvez constater qu'il y a un trou ici qui manque des fourrages. Puis c'est pour ça que quand on parlait de planification stratégique au dernier webinaire, c'est important de pas juste, il faut avoir un portfolio de fourrage, de type de fourrage et non juste un type.
Puis aussi, il faut s'assurer de comprendre c'est quoi les différents besoins nutritionnels de l'animal. Ici, on voit une grille sous forme de GC des nutriments entre 40 et 45, 50 et 65, 75 et 75, 65 et 75 et 75 et 85. Puis on peut voir que tout dépendant de vos choix, soit des graminées de saison chaude, des graminées vivaces de saison froide, des graminées annuelles de saison froide, ça inclut le régras, et les légumineuses. Vous pouvez constater que la zone blanche, c'est vraiment pour des besoins, des faibles besoins. Là. C'est pour ça que les graminées de saison chaude et de saison froide sont adaptés, les vaches terriers on entretient. Quand on augmente, en fin de compte, des besoins nutritionnels moyens, qui est entre 55 et 65, on parle de moutons, chèvres, chevreaux en lactation ou les agneaux en engraissement. Pour tout ce qui est bouvillon à l'engraissement, en gros, c'est entre 65 et 75. Fait que c'est là qu'il faut viser, en fin de compte, avoir un bon mélange de légumineuses, un mélange de graminées de vivaces de saison froide. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis l'autre chose importante, comme vous avez vu tantôt, ben, quand vous faites votre planification de vos pâturages, planification de vos fourrages, il faut s'assurer de maintenir une production fourragère tout au long de la saison, peu importe les conditions environnantes. Puis c'est pour ça qu'il est recommandé d'avoir une diversité, puisqu'on peut remarquer ici que l'optimum de production des graminées de saison froide se repasse au mai-juin. Les légumineuses, c'est un peu plus. Les graminées de saison chaude en orange, eux, ils sont une meilleure production à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'août. Les légumineuses en bleu, ça augmente tranquillement, c'est stable tout au long de la production. Et on retrouve en mauve les brassicacées, les choux fourragers pour étendre la production dans les pâturages. Puis ça, on en a discuté au dernier webinaire au mois de septembre ou octobre. Je ne me rappelle plus exactement. Là, on va passer au premier quiz. La première question est la suivante. Je vais vous inviter à aller répondre à partir de votre téléphone. C'est quoi les rendements au pâturage atteignent leur maximum? Quel mois où les rendements en pâturage atteignent leur maximum? Mai, juin, juillet ou août? Il vous reste 4 secondes. Fait que la bonne réponse était mai. C'est vrai que ça porte à confusion en tant que tel. À partir du fin mai jusqu'au mois de juin, c'est là qu'on obtient les choses. Fait précisément, les deux réponses pouvaient être bonnes. Puis on voit que c'est Cyrine qui avait déjà fait le quiz une fois, qui est la bonne réponse. Vrai ou faux? Les légumineuses sont idéales pour répondre à des besoins nutritifs faibles. Bon, tout le monde a eu cette bonne réponse. Et le classement. Oh, Cyrine est encore en tête avec Julie C qui suit par la suite. Il faut vous rappeler aussi que plus vite que vous répondez à la question, plus vite vous accumulez des points. Maintenant, on peut continuer. Là, on va passer à travers les différents types de graminées de saison froide. Ici, on peut voir dans le graphique suivant différentes espèces et voir leur courbe de productivité. On retrouve le pâturin des prés, le dactyle, le fameux chien d'art. Ceux qui ne savent pas, le chien d'art, ça a des bonnes valeurs nutritives jusqu'à un certain point. L'alpis roseau, le brome des prés, la fétuque élevée et la fléole des prés. Qu'est-ce qu'on peut constater rapidement, c'est que le pâturin des prés, ou qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le pelouse, il y a une forte production mai-juin qui diminue après ça au mois de juillet à août, qui est similaire un peu à la fléole des prés, la fétuque élevée et le brome des prés. Par contre, lorsqu'on regarde l'alpis roseau, c'est une production beaucoup plus stable. Notre fameux chien dent aussi. Et le dactyle aussi, il chute en fin de compte au mois de juillet à août. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de, comment je peux dire, intégrer des légumineuses et d'autres types comme des graminées de saison chaude pour combler les besoins qui sont au mois de juillet à août lorsque les saisons sont très chaudes et qu'il manque de fourrage à l'intérieur de vos prairies, de vos pâturages. Maintenant, c'est une réponse libre. Vous devez deviner quelle est la plante. Il l'écrit à l'écran. Vous devez saisir votre réponse. Plus que 15 secondes. Deux secondes.
Fait que la bonne réponse, c'était le brome des prés ou le brome. Il y a 3 personnes qui ont eu la bonne réponse. Préparez-vous, là, on va voir une autre plante qui va apparaître. Vous avez 2 plantes à deviner. Nous avons DI et Stéphane L et Jocelyn sont en avance, sont en train de faire l'avance actuellement. Réponse libre, on doit trouver c'est quel type de plante s'agit-il? Fait que, il faut se rappeler ici qu'on a préenregistré des réponses comme le fléol mille, fléol des prés. Fait que ça se peut si vous faites des erreurs de français, je ne peux pas vous donner les points parce que c'est automatisé, mais il faut s'assurer de bien orthographier votre réponse. Oh! On a DI qui est toujours là avec Stéphane L qui est en feu, qui monte rapidement, suivi de NI et Rocky et MR. Dernière, devinez quelle est cette plante. Plus que 7 secondes. C'était du dactyle qui était à l'écran. Ça fait qu'on a 8 bonnes réponses. Et nous avons DI. Je ne sais pas c'est qui exactement qui est en ligne de compte et ça continue à monter. Retournons un peu à ces fameuses espèces de graminées, maintenant qu'on on s'est amusé un peu. Ici, c'est une liste des différents types de graminées: régras italien, pâturin des prés, dactyle, régras vivace, chien-dent, alpis roseau, brome des prés, fétuque élevé, fléole des prés. Faites attention à ce qu'on va dire là présentement, parce qu'il va y avoir des questions quiz dans les prochaines diapositives sur ce tableau. Lorsqu'on cherche une bonne potentielle de repousse, le régras italien est excellent, le dactyle, le régras vivace, le chien-dent. Et la fétuque élevée a des bons regains en tant que tel. Le brome des prés passable, la fléole des prés passable. Compatibilité avec les légumineuses, qu'est-ce qui est compatible? La fléole des prés, la fétuque élevée, le brome des prés et le chien-dent. Je sais que ce n'est pas une graminée qu'on veut implanter. A des conditions, des bonnes conditions. L'alpis roseau considéré mauvais, ainsi que le pâturin des prés. Lorsqu'on parle de survie à l'hiver, ceux qui sont considérés excellents, on retrouve le pâturin des prés, le chien-dent, l'alpis roseau, le brome des prés et la férole des prés ont des survies à l'hiver importantes. Lorsqu'on parle de facilité à l'établissement, le régras italien est excellent, le régras vivace, la fétuque élevée, tandis que l'alpis roseau, c'est une plante qui est plus dure à implanter, mais qui a une plus forte persistance. Lorsqu'on parle de tolérance à la sécheresse, ceux qu'on trouve bons, l'alpis roseau et le chien-dent, et toutes les autres sont passables si on va de la pétuque, le régras, le pâturin des prés, le brome des prés, la fétuque élevée et la fléole des prés. Tolérance à l'inondation, ben, l'alpis roseau, en fin de compte, a des bonnes compétences à les inondations, tandis que la fléole des prés a des conditions très mauvaises, on pourrait dire. Et au niveau de la persistance, le chien-dent et l'alpis roseau sont excellents, en fin de compte, en termes de persistance. Lorsqu'on parle de mauvais, on parle de fléole des prés, régras vivace et régras italien ont plus de difficultés à se maintenir en termes de persistance. Quiz maintenant par rapport à ce question-là. La graminée de saison froide qui est le moins hâtive, ça veut dire qui mature en tant que tel
le plus lentement. Le plus lentement. C'était la fétuque élevée avec 4. Ici, on avait l'Alpis roseau qui avait été choisi. L'Alpis roseau monte rapidement en tant que tel aussi en épi, surtout lors de la première, comment je peux dire, avant la première coupe. Oh, nous avons Eric qui remonte tranquillement. L'Alpis roseau a une mauvaise, bonne, passable ou excellente tolérance aux inondations. Excellente. Oh. Nous avons KL qui a grimpé le plus rapidement jusqu'à maintenant, a gagné 4 places. Quiz. Le dactyle a une compatibilité avec les légumineuses mauvaise, bonne, passable ou excellente? La réponse est passable. Une des raisons pour laquelle, c'est parce que, tout dépendant des variétés, le dactyle a tendance à être mature plus rapidement lorsque, mettons, la luzerne ne sera pas encore au stade bouton, ce qui peut nuire jusqu'à un certain point à sa persistance hivernale. Oh! D toujours en avance, avec Jocelyn qui suit en arrière. Autre question. La fiole des prés est à une survie hivernale mauvaise, passable, bonne ou excellente? Toujours selon le précédent tableau que je vous ai présenté. On voit... Oh! Toujours DI qui est en avance. Maintenant, moi, je veux savoir, maintenant qu'on a fait ce quiz-là, je veux savoir, c'est quel genre de graminées que vous utilisez chez vous? Êtes-vous encore au fameux mie en tant que tel pour vos prairies ou vos pâturages? Qu'est-ce que vous utilisez? Je vais laisser Cyrine partir le pôle. Fait que vous pouvez cocher plus qu'une réponse, allez voir le sondage à l'écran. Vous pouvez cocher plus qu'une réponse, savoir c'est quoi les choix de graminées qui sont le plus utilisés actuellement chez vous. Ça rentre tranquillement. Je vais laisser encore quelques petites secondes avant de fermer le sondage. Les dernières réponses. OK. Voilà les résultats. Ceux qu'on a le plus populaires, on a le Brome des Prés, qui est excellent pour les pâturages. On a la Fiole des Prés, qui est le winner, qu'on revoit surtout. La Fétuque élevée, c'est sûrement pour des fourrages et non les pâturages. Autre. Et après ça, on a le Dactyle, le Pâturé des Prés. Je vois que l'Alpis roseau est encore des fois un mal aimé. Ben, le chien dent, il y en a qui le laissent pousser. Et le régras italien, sûrement dans les cas qu'on va faire en plante-abri ou lors de l'implantation. Puis, pouvez-vous marquer via le chat en tant que tel, prenez votre temps. Je veux savoir pourquoi que l'Alpis roseau est si mal aimé en tant que tel chez vous. C'est parce que vous connaissez mal la plante ou c'est simplement que vous ne voyez pas leur plein potentiel d'Alpis roseau, par curiosité? Vous pouvez utiliser donc l'icône de discussion ou chat en bas de votre écran
ou QR et QA pour pouvoir partager vos réponses. On a une première réponse qui rentre. Je ne sais pas si tu les vois, Maxime. Oui, on a Stéphane Lamy qui dit juste mal connu. Daniel Lauajoie, lui, il adore. Ben, moi aussi, on est dans mes prairies, puis ça fait toute la première coupe qui est un peu plus difficile à gérer, mais par la suite, ça pousse vraiment comme du chien d'air parce que c'est des rhizomes comme du chien d'air, puis c'est très persistant, puis les vaches peuvent le démolir, puis ça pousse bien le faire. Louis Dupont, pas capable de l'implanter. Il faut se rappeler que lorsque vous implantez de l'Alpis roseau, la première année, vous voulez pleurer. Parce que vous dites, c'est laid, il n'y a rien qui pousse. La raison est simple, c'est que lors de l'implantation, la plante ne fait pas de biomasse aérienne, développe son système racinaire. À la deuxième année, les plantes, la prairie est encore plus belle. Et c'est la troisième année en tant que telle que, vous voyez, son plein rendement. C'est pour ça qu'il faut, à première année, il faut juste s'assurer de contrôler la mauvaise herbe et de ne pas, comment je pourrais dire, ça. On a aussi de Michel Alexandre, mauvais goût pour les vaches en ensilage. C'est vrai que s'il est fait trop mature, l'Alpis roseau, il y a beaucoup de tiges à la première coupe, mais à la deuxième, troisième coupe, c'est vraiment beaucoup de feuilles. Question pour Stéphane Lamy. Le sursemis, ça fonctionne-tu bien? Non. Ça, c'est vraiment une prairie qu'il faut s'assurer que si votre champ est plein de mauvaises herbes, vous essayez d'implanter ça, il va y avoir trop de compétition. Il faut s'assurer d'être capable de contrôler la compétition rapidement lors de l'implantation, faire une fauche quand l'herbe est rendue à 10 cm. Et c'est sûr et certain que vous allez trouver votre prairie laide la première année. Fait qu'il ne faut pas paniquer, il faut avoir foi, puis attendre l'année prochaine. Effectivement, pour Jocelyn Lapointe, oui, c'est vrai qu'il vient mature rapidement pour la première coupe. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que sinon, ça se peut qu'il pousse au-dessus de vos... qu'il soit plus haut que vos vaches, en fait, quand vous voyez au pâturage. Mais par la suite, c'est simplement de la feuille qui pousse et non de la tige. Puis il y a M. Daniel Lejoie qui donne son opinion, puis c'est lui qui l'implante avec du régras au pâturage lors de l'implantation. Puis on a quelqu'un aussi qui mentionne qu'il aime bien parce que ça résiste aux inondations et que ça produit beaucoup de biomasse. Oui, puis aussi, c'est une des plantes qui répond très bien à l'azote, en fin de compte. C'est possible de faire des 7 tonnes de matière sèche à l'hectare si vous appliquez de l'azote à l'intérieur. Et c'est bon pour est-ce que c'est une question, Michel Alexandre? Est-ce que c'est bon pour du foin sec pour chevaux et vaches taries? La réponse est oui, c'est bon pour les vaches taries parce qu'il y a quand même beaucoup de fibres. Pour les chevaux, peut-être attendre pour la deuxième et la troisième coupe. Parce qu'il y a beaucoup de tiges quand même. La première coupe, c'est pas fait assez jeune. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de refus. Effectivement, ça peut tourner les cours-dents, c'est trop mature. Maxime, il y avait un commentaire par rapport au piétinement. Est-ce que c'est une bonne plante? Ah oui, c'est excellent. En fin de compte, moi, ça peut revirer le champ en boîte. C'est comme du chien dent, fait que ça fait juste couper les racines puis repousse par la suite. Puis des fois, quand mes moutons finissent de passer à l'intérieur, il est tout jaune parce qu'il ne reste plus de biomasse, c'est comme la paille. Puis 2 jours après, mettons 2 semaines après, il y a un bon 15 cm qui a repoussé. Puis c'est mes plus beaux pâturages en fait avec l'Alpis roseau. Bon, passons à la prochaine section. C'est les légumineuses. Pourquoi il faut intégrer des légumineuses? Il y a plusieurs choses, parce que ça permet d'avoir des fourrages qui sont plus riches en protéines, une plus faible concentration d'NDF que les graminées, une NDF ingestible plus importante, mais qui affecte de façon moins importante le taux de passage du rumen. Par contre, ça amène des plus grands risques de ballonnement, surtout s'ils envoient des animaux qui sont affamés à l'intérieur et qui ne sont pas adaptés convenablement. Ça a le meilleur bilan azoté parce que les légumineuses sont capables d'intégrer dans leur système, en fin de compte, avec les mycorhizes, pas les mycorhizes, ils sont capables d'intégrer, en fin de compte, l'azote de l'atmosphère dans leurs racines. C'est pour ça qu'ils sont capables de croître et produire beaucoup de choses. Et c'est le possible effet pour réduire l'émission de méthane.
avant de passer à faire la description des différentes, comment je pourrais dire, je vais vous demander d'identifier c'est quelles ces plantes. Il vous reste 10 secondes. Fait que la bonne réponse était la luzerne. Et nous avons Jocelyn. Là, il va y avoir une autre photo. Préparez-vous, c'est la même chose. Et une autre légumineuse qu'on va vous présenter. Quelle est cette plante? Je vous rappelle, plus vite que vous répondez, plus que vous allez avoir de points. Bon. Il y avait quelques erreurs pour les accents. Et DI est toujours en avance. Quelle est cette plante? C'est une légumineuse. Nous avons 10 bonnes réponses. Nous avons Stéphane N qui retourne avec une série de 3 bonnes réponses. Bravo, Stéphane. Réponse libre. Dernière plante. Effectivement, ça peut ressembler à du trèfle ladino. Pour mes prochains quiz, je vais faire avec vous, je vais m'assurer de mettre plus de choix de réponses. Et AP qui gagne 3 places actuellement. On retrouve encore ce fameux tableau qu'on avait regardé selon la productivité en fonction de la saison. On parle ici de la luzerne, du lotier, du trèfle rouge, du trèfle doux, du trèfle alsique, du trèfle ladino. On peut constater que c'est vraiment la luzerne qui a la plus grande productivité, comment je peux dire, de façon, je pourrais dire, stable durant la saison. Le trèfle rouge a une plus grande productivité mai-juin. Par la suite, il diminue en août puis en septembre. Le lotier, on voit une vague juin, juillet, puis une petite augmentation au mois de septembre. Tandis que le trèfle alsique, c'est vraiment en début de saison, puis la même chose pour le trèfle ladino. Puis on va voir des chiffres tantôt au niveau des mesures de rendement que c'est le lotier d'excellente performance au pâturage. Ici, c'est le fameux tableau qu'on parle encore du trèfle, la luzerne, du trèfle alsique, le lotier, le trèfle clura, le trèfle ladino, le trèfle rouge et le trèfle blanc. Le trèfle doux, qu'est-ce que c'est? C'est un trèfle qu'on ne trouve pas ici là, parce que en anglais, c'est sweet clover. C'est peut-être une mauvaise traduction. Je n'ai pas trouvé c'était quoi le terme ici en français, mais en anglais, c'était pour du sweet clover. Potentiel de repousse, lorsqu'on parle d'excellent, trèfle cura, ça, c'est un trèfle qui produit des rhizomes, qui est difficile à implanter, un peu comme l'Alpis roseau. C'est difficile de trouver des semences aussi. Fait que c'est celui qui est excellent. Après ça, on trouve la luzerne qui est bon et le trèfle blanc. Les risques de ballonnement, le lotier,
par rapport aux autres légumineuses, c'est le seul qui n'a aucun risque de ballonnement à cause comment je peux dire? À cause. Excusez-moi, je suis fatigué ce soir. Là. À cause des tanins. Par la suite, lorsqu'on parle de survie hivernale, la luzerne, c'est bien géré, elle est excellente. La même chose pour le laitier, le trèfle clura et le trèfle blanc. Le trèfle ladino et le trèfle rouge sont considérés comme bons. Facilité l'implantation, qu'est-ce qui est excellent? En fin de compte, on trouve le trèfle ladino, le trèfle rouge, le trèfle blanc et le trèfle alsique. Le laitier, on peut voir tantôt, il est plus difficile à implanter. Même chose pour le trèfle cura. Tolérance à la sécheresse, on trouve le trèfle blanc, la luzerne avec ses racines profondes, idem pour le trèfle cura. Tolérant, en fin de compte, à l'inondation, on trouve le trèfle alsique et le trèfle ladino, tandis que les autres sont de passables à mauvais. Puis au niveau de la persistance, on trouve le laitier, le trèfle cura et le trèfle blanc qui a une certaine, selon le tableau qui a été fait, qui a une certaine, ont de l'excellente persistance. Maintenant, question quiz. La légumineuse la plus hâtive, le trèfle rouge, le laitier, la luzerne et le trèfle ladino. Ou le trèfle ladino. Merci Daniel pour m'avoir aidé avec mon blanc pour les tanins. Le trèfle rouge avec 6 points. Par la suite, il y a du monde qui disait que c'est au niveau de la luzerne. Ça monte un peu pour Rémi. Toujours DI est en avance. Prochaine question. Le trèfle cura a une survie à l'univers mauvaise, bonne, passable ou excellente? Excellente. Alors, on a le score présentement. Ça se maintient. Autre question. Le trèfle rouge a un potentiel de repousse mauvais, bon, passable ou excellent? En termes, il était passable en tant que tel parce que souvent, il. Passable. Oh, on a Simon qui est retourné en avant de DI ou DL. Je ne sais pas si c'est Daniel Lajoie. Autre question quiz. Le trèfle blanc a une tolérance à la sécheresse mauvaise, bonne, passable ou excellente? Bonne et. Ah, on va prendre. Ah, on n'a pas vu le score pour celui-là, je n'ai aucune idée pourquoi. Là, je vais vous présenter des mesures de rendement qui étaient faites sur plusieurs années, sur 5 ans. Des parcelles qui étaient faites au Nouveau-Brunswick et au Québec puis à McGill pour différents types de mélanges qui étaient faits, des mélanges en fait comme étaient binaires. C'était soit 3 légumineuses, c'était le trèfle blanc, le laitier et la luzerne, qu'on mélangeait soit la fiole des prés, pâturin des prés, fétuque élevé, dactyle, fétuque des prés ou brome des prés. Comme on peut constater durant ces essais-là, le laitier, en termes de légumineuses, avait des meilleurs rendements que la luzerne. Pour ce qui est des graminées, c'est vraiment la fétuque élevée et le brome des prés où on observait les plus grandes quantités de rendement. Et ça, on peut voir ici ces mesures de rendement-là avec les différents mélanges. Ça, on voit le laitier coronulé dans ce type de graphique-là ici, les luzernes et le trèfle blanc. Pour différentes graminées, soit la brome des prés, que c'est la première colonne de Bourgogne, la fléole des prés, la fétuque élevée, le pâturin des prés, la fétuque des prés, le dactyle pelotonné. Puis on peut voir ici pour des coupes fréquentes versus du pâturage, genre de coupes fréquentes qui étaient pour mimer le pâturage. Le laitier performait mieux que la luzerne et c'était vraiment le brome des prés suivi, en fin de compte, de la fiole des prés qui performait bien. Par contre, lorsqu'on faisait vraiment du pâturage, c'était fait d'un seul endroit. En termes de rendement, le laitier était moins performant que la luzerne ou en termes
ou le trèfle blanc. Une des raisons qui avait été exprimée par les chercheurs, c'était que le laitier était tellement appétant pour l'animal qu'il y avait des fois une surpaisance qui se passait au pâturage. C'est pour ça qu'on a vu une différence entre les coupes fréquentes et au niveau du pâturage. Puis qu'est-ce qu'on peut voir ici, en termes de lorsqu'ils sont vraiment au pâturage, la fétuque élevée s'est démontrée avec des forts potentiels et pour l'ensemble des différentes légumineuses. Autre chose, une question, là, on a vu différentes légumineuses, puis il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées à Nathalie sur le laitier. Puis j'en ai fait une petite portion de la présentation. Premièrement, qu'est-ce que c'est le laitier? C'est une légumineuse qui est vivace. Elle est adaptée à des sols qui sont mal drainés et acides. C'est une racine profonde, mais moins un peu que la luzerne, puis comment je pourrais dire, qui est moins profonde que la luzerne, mais qui résiste quand même relativement bien à la sécheresse et contient ces fameux tanins qui ont des bénéfices au niveau des antiparasitaires, au niveau de la dégradabilité de la protéine qui est diminuée dans le rumen, une protéine moins dégradable. Et aussi, il y a moins de problèmes de ballonnement. À quoi ça ressemble? C'est vraiment une taille allant de 12 à 30 pouces. Elle a vraiment une tige mince. Elle a tendance à verser vu que la tige est moins solide. Puis il y a 3 types de variétés qu'on retrouve, là, prostée, dressée ou à foin, en fin de compte, puis demi-dressée. Puis on ne se cachera pas qu'il n'y a pas beaucoup de variétés présentement au Québec de laitier. Puis je vais vous montrer différentes cultivars par la suite. Les performances du laitier, je vais vous montrer les données en termes de rendement, composition chimique, fermentation de l'ensilage, la digestibilité du rumen, la performance des animaux et du ballonnement. Ici, c'est en gros, qu'est-ce qui a été fait? C'est une étude qui a été faite pour voir, et on comparait de la luzerne, du laitier. La luzerne, c'est la ligne noire foncée. Le laitier, c'est la ligne noire pointillée qui se cache ici. Le trèfle rouge, c'est la ligne grise pleine. Et le trèfle blanc, la ligne pointillée pleine. À la première, deuxième et troisième coupe, on peut voir qu'à la première coupe, l'ensemble des légumineuses performent de façon similaire. Par la suite, à la deuxième et la troisième coupe, ce sont la luzerne produit plus de biomasse, tandis que c'est le laitier, le trèfle rouge qui finit deuxième et le trèfle blanc qui a des moins bonnes performances. Et ici, c'est à peu près la même étude où on testait de planter différentes légumineuses dans des terrains qui sont mal drainés, bien drainés ou excessivement drainés pour les mêmes légumineuses. Dans le cas de la luzerne qu'on voit ici, en pointillé, comment je pourrais dire, gris pointillé, on peut voir mal drainé, en fin de compte, c'est correct, c'est celle-là qui est supérieure. Par contre, c'est lorsqu'il y a des terrains qui sont, comment je pourrais dire, bien drainés ou encore excessivement drainés qui réussissent à mieux performer. Si on regarde par contre le laitier qui nous intéresse, peu importe le type de terrain, il y a une performance qui est stable, à comparer au trèfle rouge que lorsqu'il y a ce drainage qui est excessivement drainé, il y a certains enjeux, une baisse de production. Tandis que le trèfle blanc, que ce soit mal drainé ou surdrainé, il y a des pertes de productivité. Autre chose ici, que c'est important de voir, c'est vraiment, on veut voir comment la valeur nutritionnelle change du laitier versus la luzerne. Puisqu'un des avantages du laitier, c'est qu'elle conserve sa valeur nutritionnelle, meilleure valeur nutritionnelle plus qu'elle devient mature. Tout simplement, ici, on retrouve la première, au début de la croissance. On voit au 1er mai où que la luzerne puis le laitier se trouvent au stade végétatif. Puis plus qu'on avance de la saison jusqu'au 21 juin, où que la luzerne, on voit 2% en fin de compte pas des fleurs, là, mais en fin de compte des gousses. Et le laitier est rendu à 10% en gousses. Mais malgré tout, la valeur nutritionnelle, la digestibilité in vitro est meilleure pour le laitier. Et par contre, cette différence-là, dans la valeur nutritionnelle, plus la plante devient mature, est toujours significative, mais de façon moins importante lorsqu'on est plus au mois de septembre, en fin de compte, où le laitier réussit quand même à avoir une meilleure digestibilité. Autre chose intéressante ici, on peut retrouver la concentration en protéines brutes pour différentes coupes entre le laitier, la luzerne, le trèfle rouge et le trèfle blanc. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Qu'en termes de la première, si on compare la première coupe qui est en bleu, ce sont vraiment la luzerne, le trèfle blanc et le trèfle rouge qui démontrent en fin de compte une plus grande quantité de protéines, c'est une base de matière sèche.
Lors de la deuxième coupe, le lotier, la luzerne et le trèfle rouge sont à égalité. Et lorsqu'on parle de la deuxième coupe, le lotier, la luzerne et le trèfle rouge ont des quantités de protéines similaires. C'est pour ça qu'il y a des avantages quand même au lotier. Ce n'est pas, il y a des forts il y a des bons potentiels agronomiques à utiliser. Est-ce qu'on parle de la concentration de la NDF? C'est simplement pour dire que le lotier a une concentration d'NDF qui est relativement faible par rapport à la luzerne, peu importe les coupes. Et vous pouvez constater ici que le trèfle rouge, lorsqu'on est rendu à la troisième coupe, a tendance à produire plus d'NDF que la majorité des autres légumineuses. Ici, c'est une mesure de rendement versus la quantité d'NDF. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que vous voyez encore le lotier, le trèfle blanc, le trèfle rouge et la luzerne. Lorsque les barres complètes, c'est les rendements, et les barres assurées, c'est la quantité d'NDF. On peut constater que le lotier, le trèfle rouge et la luzerne ont des rendements similaires, mais le lotier a une quantité vraiment moindre en termes de NDF par rapport au trèfle rouge ou encore à la luzerne. Dans cette expérience-là qui avait été faite au Wisconsin. Université du Vermont, excusez-moi. Autre chose intéressante, ça vient encore d'une étude qui a été faite où on mélangeait soit du lotier ou soit la luzerne pour des animaux au pâturage avec différents mélanges de graminées. On n'ira pas en détail pour voir c'était quoi les mélanges, mais on peut constater que peu importe le mélange de graminées, le lotier, qui c'est les barres assurées en tant que telles de façon horizontale, la luzerne qui est verticale, permettait d'avoir des performances, des gains de poids par kilo à l'hectare de façon beaucoup plus importante, peu importe le mélange de graminées. Une des raisons pour ça, c'est la dégradabilité de la protéine qui est beaucoup moindre par rapport à la luzerne, la gestion un peu des parasites et, comment je pourrais dire, une appétence qui peut être améliorée jusqu'à un certain point. Ici, c'est simplement pour vous montrer un graphique où on retrouve différentes concentrations de tanins. Et ici, on retrouve la proportion de réduction des parasites. Qu'est-ce que ça démontre ici? C'est que plus on augmente la concentration de tanins dans un fourrage, plus on diminue la concentration de parasites internes dans l'animal et va affecter en même temps ses performances. C'est pour ça que le lotier est une plante intéressante à inclure dans vos pâturages pour aider à gérer les parasites. C'est surtout sur les moutons, chez les bovins de boucherie, il y a moins d'enjeux de parasites internes, malgré qu'il peut en avoir encore, il peut en avoir, mais c'est surtout pour les petits ruminants que le lotier aussi peut aider dans l'aspect de la gestion des parasites. Là, on me dit qu'il y a beaucoup de monde, sûrement, il y a beaucoup de monde qui utilise le lotier, mais il y a des enjeux en tant que tels à l'implantation du lotier. Premièrement, il faut s'assurer que le lotier, lors de l'implantation, il est plus lent à s'établir, tout dépendant du type de semence, puis il tolère mal la compétition. C'est pour ça que peut-être le lotier avec de l'Alpis roseau pour faire un excellent mélange. Premièrement, il faut s'assurer avant le semis d'éliminer l'ensemble des mauvaises herbes, utiliser, comment je pourrais dire, comme incluant les graminées qui sont, les mauvaises herbes qui sont vivaces, comme le chien-dent. Il faut s'assurer d'avoir un pH qui soit supérieur à 6 pour assurer que ça fonctionne bien. Voilà, excusez-moi. Lors du choix de semis, il faut choisir, en fin de compte de l'année du semis, il faut choisir des semences. Ici, c'est les différentes semences qui datent de 2016-2017. Je sais que ça date, où j'ai trouvé une liste où on voyait Bruce, Bull, Exact, Cléo, Upstars avec leurs différentes, comment je pourrais dire, fournisseurs. La chose que je vous recommande, ne jamais utiliser le cultivar public Cléo. C'est un vieux cultivar. Allez plus vers un cultivar Exact, même en fin de compte Bruce ici, pour s'assurer que ça va avoir des meilleures, comment je pourrais dire, des meilleures performances et meilleur établissement aussi. Après ça, on parle du taux de semis. À quoi ça ressemble le taux de semis? Ici, on retrouve différents taux de semis selon s'il y a des contraintes de drainage, de pH. On recommande, en fin de compte, dans un mélange avec du lotier et la fiole des prés, avoir une proportion de 7 kg à l'hectare de lotier, 7 kg de fiole des prés. Ça, c'est pour produire des fourrages. Tandis que, en tant que tel, c'est des problèmes. S'il y a vraiment. L'exemple tantôt, c'était s'il n'y avait pas de problème. Là, c'est des problèmes de drainage. Toujours le lotier avec la fiole des prés, 7 kg à l'hectare de lotier, 7 kg à l'hectare de brome des prés. Et aussi un fameux 7 kg à l'hectare de lotier avec 9 kg à l'hectare d'Alpis roseau pour des conditions qui sont plus problématiques.
Autre chose aussi, c'est important, selon que c'est de la littérature, c'est important de maintenir une peut-être semer lorsque la température du sol est supérieure à 10 degrés Celsius. Et aussi s'assurer d'implanter ça avec des graminées qui sont peu compétitives lors de l'année de la semis pour faciliter l'implantation. Lors de l'année de récolte, il faut s'assurer au moins lorsque en gros, s'effectuer une première récolte, en fin de compte, des graminées ou des mauvaises herbes, tout dépendant, lorsque les graminées ont 8 à 10 pouces pour contrôler la compétition. Puis, c'est pas récolter la luzerne, c'est vraiment récolter, en fin de compte, ici, c'est une erreur de ma part, vraiment récolter le laitier quand il est à sa pleine floraison pour s'assurer qu'il y a eu le temps, en fin de compte, de bien s'établir, faire ses racines, puisqu'on peut voir tantôt que le laitier, comparé à la luzerne, a des faibles quantités de réserve dans ses racines. Puis un des commentaires de Daniel Lajoie, c'est vraiment d'éviter les plantes abri ou des céréales parce que ça va empêcher le développement de celui-ci. Il faut vraiment contrôler les mauvaises herbes et éviter de mettre des plantes abri ou encore mettre l'herbe de Soudan ou même jusqu'à certains points, si vous mettez du ré gras, si vous en mettez trop grande quantité, ça peut augmenter la compétition. Fait que vraiment, pour les années subséquentes, pour les prochaines récoltes, c'est vraiment au début de la floraison. Deuxième coupe à la mi-floraison, 6 semaines en fin de compte. Et à peu près à tous les 2-3 ans, laisser monter en graines pour laisser se refaire ressemer. Puis, en fin de compte, il faut faire attention aux coupes automnales puisqu'il y a une faible réserve d'énergie par rapport à la luzerne. Puis, c'est pour ça qu'il faut faire juste attention aussi de la même chose au pâturage, respecter les règles de l'art pour savoir quand on envoie les animaux au pâturage ou non. Comme je vous voyais ici, là, en pointillé, c'est les réserves, en fin de compte. En pointillé, c'est la luzerne. En ligne pleine, c'est, comment je pourrais dire, le laitier. Et que ça démontre, c'est le pourcentage de réserve de glucides qui se trouve dans le système racinaire. Puis on peut constater que la luzerne, celui-ci, quand il débute sa croissance, il se développe. Au niveau de la coupe, il y a eu le temps de recommencer. Puis on voit, on augmente, on diminue, on augmente, on diminue tout au long de la saison. Par contre, dans le cas du laitier, il utilise ses réserves au printemps pour partir. Par la suite, ces réserves augmentent juste au mois de septembre-octobre. C'est pour ça qu'il faut faire attention lors du mois de septembre-octobre puis attendre la gelée mortelle avant de les laisser pâturer des animaux ou faire une récolte. C'est simplement parce que sinon, ça peut avoir des impacts sur la survie à l'hiver de ceux-ci. Maintenant, ça mène un peu à la fin de cette présentation. C'est comment choisir son mélange. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir composé c'est quoi les besoins nutritionnels de notre troupeau. Est-ce que c'est sûrement pour des vaches terribles, ces animaux en croissance? C'est quoi vos types de champs de sol? C'est quoi votre type de régie? Je recommande de faire une régie intensive des pâturages. Aussi, si vous avez peut-être des pâturages qui vont servir aussi de prairies, s'assurer que c'est des mélanges que vous pouvez utiliser à la fois pour prairies ou pâturage lorsque c'est nécessaire et en fonction aussi de la longueur de la période de paisance que vous voulez utiliser. Par contre, lorsqu'on parle de faire des mélanges complexes, il y a certains enjeux, là, si on ne parle pas de mélange binaire, on va se retrouver avec des problèmes avec différents niveaux de maturité. La gestion de la fertilisation peut être un peu plus complexe. La gestion des mauvaises herbes aussi, parce que quand vous mélangez différentes graminées légumineuses, vous ne pouvez pas utiliser de pesticides s'il y a une infestation de mauvaises herbes. Et aussi, il y a des enjeux au niveau pour équilibrer la ration. Et les points à retenir ici dans la présentation, c'est vraiment il y a des bénéfices vraiment généraux pour utiliser des légumineuses et des graminées dans votre mélange. Le laitier, c'est une plante qui serait peut-être à redécouvrir. Ne pas utiliser la variété Léo pour certaines de vos prairies, puis peut-être implanter avec de l'Alpis roseau. Comme ça, si vous trouvez le champ-lait à la première année de l'Alpis roseau, avec le laitier, ça va faire quelque chose de peut-être un peu plus cute. Puis s'assurer aussi que vos mélanges que vous allez choisir, ça tient compte des mélanges que vous avez besoin au champ et avec les animaux.